Samedi 28 mai. Des Carmes, où j'assistais dans la matinée à l'office qui, en raison de la fête, fut célébré solennellement, je parcourus avec ma femme de chambre plusieurs boutiques. Dans l'une d'elles, la plus propre que je vis jamais, la marchande nous fit force amabilité et prévenance, parlant de l'honneur qu'elle avait de vendre quelque chose aux dames anglaises et insistant pour envoyer elle-même chez moi mon achat, bien qu'il ne pesât guère plus qu'une petite pelote, afin d'éviter à ma femme de chambre la peine de le porter. Outre sa politesse, elle était honnête, et je ne pense pas qu'elle ait surfait le prix de sa marchandise. Après dîner, était au café sur la place Saint-Étienne, où se trouve la cathédrale qui porte le même nom. Elle est grande et belle. Nous la trouvâmes brillamment illuminée à cause de la fête. Bientôt j'entendis les sons d'une musique venant du dehors et voyant une foule assemblée aux abords de la porte, je supposai qu'on allait au-devant de la procession. Nous nous approchâmes donc, comme tout le monde, lorsqu'à notre grande surprise, nous vîmes, au bas des marches de l'église, un ours dansant et 6 singes habillés. C'était cette musique que j'avais entendue. Nous ne restâmes pas pour la cérémonie, mais poursuivant notre chemin, nous fûmes d'abord à la bibliothèque publique, à côté du palais archiépiscopal qui touche à la cathédrale, puis à l'église du couvent des Bénédictins, vieille et sale, mais dont le superbe et grand autel reluisait d'or. Au milieu est placée la statue de la Vierge avec l'enfant Jésus de grandeur naturelle. C'est une Vierge noire, habillée d'étoffes d'or, brodée de fleurs en perles et de pierres précieuses. Sa robe, soutenue de chaque côté par un ange, lui forme une auréole au-dessus de la tête. Nous allions ensuite voir les grands moulins au bord de la Garonne. Dans ces moulins à eau, d'une construction toute particulière, la farine se sépare du son à mesure que se moud le blé. Nous descendîmes près de la machine qui met les roues en mouvement, mais le tapage des roues et de l'eau m'effraya, et je remontai promptement. Avant de retourner à l'hôtel, nous visitâmes encore une église. Mais je dois avouer que je fus stupéfaite de la tenue de quelques assistants, parlant, gesticulant, marchant dans les chaises et semblant se croire plutôt à une foire qu'à une cérémonie religieuse. Dimanche 29 mai. À 11h, Madame de X, fort obligeamment, nous conduisit à un endroit commode pour assister à la procession des Bénédictins. Nous y étions assis depuis peu de temps, quand nous vîmes sortir de leur couvent les moines précédés de leur riche bannière, sur laquelle était brodée la Vierge noire. En passant, un des moines nous fit des observations sur notre toilette de voyage, qui ne trouvait pas, disait-il, digne de la cérémonie. Madame de X lui répliqua qu'étant anglais, étranger aux coutumes du pays, on n'avait pas le droit d'exiger de nous une grande toilette pour cette occasion. J'avais grande envie de me retirer, mais Madame de X me fit rester avec insistance, disant à qui voulait l'entendre que les moines étaient toujours de mauvaise humeur quand ils sortaient en procession, mais que personne n'y faisait attention. La procession passée, était nous promener sur le quai Saint-Cyprien et retourner dîner. À 4h, nous allions au jardin du roi, bien ombragé, planté d'allées d'ormes avec des bancs en pierre pour se reposer. Des personnes de tout rang remplissaient le jardin, lui donnant un air de gaieté et de fête. À 7h, je me fis ramener dans une chaise à porteur. Lundi 30 mai. Était visiter la maison du comte de Bar, renommée à cause de son extrême élégance et de son ameublement recherché. Elle n'a que 2 étages. La salle à manger et les offices occupent le rez-de-chaussée. La salle, dans le style italien, est carrelée et chauffée par un poêle. Au mur peint à fresque, des candélabres sont accrochés de distance en distance. Les chaises, aussi petites que possible, sont cannées de jonc. La partie de la salle où se tiennent les domestiques auprès des buffets et de la fontaine où se lavent les verres est séparée par une balustrade de 2 pieds de haut. À côté de la salle à manger, on monte un escalier en pierre en assez mauvais état et très sale. Il est bordé d'une lourde rampe en fer. Les murs peints imitent le stuc et le plafond représente des amours voltigeants au milieu de guirlandes de fleurs.
On arrive ainsi à une suite d'appartements, tous plus luxueusement meublés les uns que les autres, et dont tous les foyers sont dissimulés au moyen de glaces délicieusement peintes. La première chambre tendue de tapisseries des Gobelins, meubles en étoffe blanche à bordure d'indienne de différentes couleurs. La deuxième avec sculpture, peinture or et blanc, glace de toute grandeur, quantité d'objets en porcelaine de Sèvres et de Chine. Rideaux et chaises en lampas bleus garnis de dentelles et de franges d'or. Bien qu'elle ne fût pas grande, cette chambre avait 2 cheminées, toutes deux ornées de superbes glaces. Le dessus de cheminée lui-même était en glace et si bien encastré dans le marbre qu'il ne semblait former qu'une suite de la glace du dessus. Sur une des cheminées, une urne en albâtre, curieusement travaillée, que le domestique nous dit être un antique de grande valeur. Sur les murs de la 3e chambre, aussi élégamment meublée et décorée que la précédente, étaient suspendus quelques petits tableaux. Dans l'alcôve, un lit de soie verte. Au milieu du ciel de lit, un groupe de colombes et de fleurs. À la tête, un tableau représentant Vénus et Cupidon. La 4e chambre, petite, avec lourde tenture, petits tableaux et surtout des émaux des plus rares, sur une commode, et sur la cheminée, des groupes de Sèvres et des vases de Chine. Dans un renfoncement, juste assez grand pour le contenir, un sofa en soie jaune citron, admirablement brodé d'argent et orné de franges d'argent et de boutons de rose. Il est adossé à un mur disparaissant sous une glace, sur laquelle est peinte une belle femme en élégant négligé. D'une main, elle tient un livre, de l'autre, un ruban enlaçant un oiseau qui s'envole. Cette peinture a été si bien conçue dans le but de tromper à première vue qu'en entrant, on croit voir en réalité une dame couchée sur le sofa. La 5e chambre est un peu dans le style chinois, avec rideaux et meubles en toile des Indes. Sur un des côtés, des cases servant à des collections d'histoire naturelle, les séparant au milieu, une superbe statue d'enfant, au-dessus, une sculpture représentant Leda et le cygne. À 2 coins de cette chambre, des figures en porcelaine de Chine de grandeur naturelle, assises sur des marchepieds. La 6e et dernière chambre, formant galerie, est éclairée à une des extrémités par une énorme fenêtre vénitienne. Les murs tendus de soie verte, les meubles pareils. Beaucoup de tableaux, dont quelques-uns très appréciés. Des armoires vitrées allant du plafond au plancher, divisées en compartiments, remplies alternativement de livres, de bronzes antiques, de marbres sculptés, de coquillages et autres curiosités rares et variées. À chaque coin de la chambre, une statue en marbre avec draperie frangée d'or, représentant les 4 saisons. Chacune tient en main son emblème. Le comte de Bar les a achetées en Italie et elles sont d'une valeur inestimable. Jamais je ne vis une collection de si belles choses. Et je crois même que ces appartements, bien que plus petits, dépassent en luxe et en magnificence ceux de la reine à Versailles. Après avoir visité la maison, nous descendîmes au jardin. Ce qu'on en voit des fenêtres est assez restreint et taillé à la française. Au milieu du bassin, un joli groupe de Jupiter et Léda. Les autres nombreuses statues ornant ce petit parterre sont surtout à effet. Sur la gauche, on nous dit qu'il se trouvait un vrai jardin anglais. Naturellement, nous désirâmes y entrer. C'est un terrain de forme irrégulière et complètement plat. On y voit une montagne artificielle avec une cascade peinte sur bois. En haut de la montagne, un petit moulin à vent d'où sort une figure de femme regardant un meunier qui arrive avec un âne chargé de sacs. Au bas du moulin se trouve d'un côté une chaumière, la porte entr'ouverte, permettant d'entrevoir un rouet. Sur le toit, un pigeonnier avec des pigeons. À gauche, au dehors, et tout près de la chaumière, un vieillard, un jeune homme, un chien et un cochon. Le jeune homme offre de l'herbe à 3 moutons qui paissent à ses pieds. Une vache est couchée un peu plus loin. Toutes ces figures, peintes dans l'idée de représenter la vie, sont absolument ridicules. La seule chose digne d'attention sont 2 magnifiques lièvres blancs apprivoisés,
semblant fort heureux de prendre leurs ébats en liberté. En résumé, on s'est donné beaucoup de mal et on a dépensé beaucoup d'argent à abîmer un terrain où croissent de superbes marronniers. Nous fûmes ensuite à la place royale où les menus plaisirs allaient leur train. Des marionnettes, des singes dansants, des jeux de tout genre. Et tout cela semblait charmer les spectateurs dont plusieurs appartenaient à la haute société. Peuple léger, pensai-je en moi-même, comme on t'amuse facilement. À 8 heures, nous étions de retour et, après souper, passions une très agréable soirée. Mardi 31 mai. Après déjeuner, j'allais me promener tandis que M. Cradock se rendait chez le commandeur des pères de la Merci, lui apporter la lettre que nous avait donnée pour lui le père François. Il le reçut fort poliment, lui offrant de nous être aussi utile que possible. Entre autres sujets de conversation, ces messieurs parlèrent du projet d'abolition de l'ordre, très débattu en ce moment même à Paris et pour lequel on n'attendait plus que les lettres de créance du baron de Breteuil. « Monsieur, dit le père à M. Cradock, il est vrai que si Sa Majesté souscrit à cette suppression, je ne jouirai plus ni de ces beaux appartements, ni de ce beau jardin. Mais au moins, je recouvrerai ma liberté, ce que je désire surtout. » Ce sentiment exprimé par un homme entouré de luxe et de bien-être ne serait-il pas aussi celui de beaucoup de ses frères destinés à l'état ecclésiastique pour des raisons de famille? À 4h30, nous allions au théâtre. Il est petit, mais les acteurs me parurent très supportables. Il y avait même une actrice de Paris, Madame Dugazon, amenée aux fêtes de Toulouse par un Anglais qui l'entretient dans le grand style. À raison de 10 guinées par soirée, elle condescendit à se montrer sur la scène. Ce soir-là, elle remplissait le rôle de la sultane favorite dans Les Trois Sultanes. On avait doublé le prix des billets. Néanmoins, elle faisait tellement fureur que la salle était comble, la chaleur suffocante et le public si bruyant qu'à peine pûmes-nous entendre l'ouverture. Heureusement que, arrivés très tôt, nous nous étions procuré une bonne loge. À 8 heures, la représentation se terminait et à 9 heures, nous soupions. Mercredi 1er juin. On s'était mis à table à 1 heure lorsqu'au milieu du second service entrèrent 4 soldats de la maréchaussée, arrêtés un des assistants, habillés en abbé et qui dînait habituellement avec nous à table d'hôte depuis le 3e jour des fêtes. Fort élégant et des grandes manières, on apprit bientôt qu'il se cachait sous un déguisement. Fils aîné d'un grand seigneur, occupant lui-même une haute position dans l'armée, il s'était brouillé pour des dettes de jeu avec son père qui le faisait arrêter par lettre de cachet. Parti de chez lui sous l'habit d'abbé et accompagné d'un de ses frères, officier comme lui, qu'il avait quitté le matin même, il était venu se réfugier à Toulouse. Monsieur l'abbé ne se rendit pas sans résistance. Mais il se débattit en vain. Les soldats lui lièrent les mains, puis le conduisirent à son appartement. Cet incident dérangea quelque peu le dîner. Cependant, l'émotion calmée, on se remit à manger comme s'il ne fût rien arrivé. À 5 heures, nous allions au bord du canal, d'où l'on voit la ville, la campagne fertile et bien cultivée, les jardins remplis de fleurs et d'orangers. L'habitude de porter des fleurs, d'en offrir et d'en orner les appartements fait ici la fortune des jardiniers. Jeudi 2 juin. J'avais l'intention d'aller faire quelques achats, mais j'en fus empêché par tous les préparatifs en honneur des processions de l'octave de la Fête-Dieu. À cette occasion, les propriétaires ornent leur maison de leur mieux. Tout est employé. Ancienne et superbe tapisserie, draps de lit piqués de rose, toiles tendues ou froncées, soie unie ou à fleurs, étoffes de laine, vieux rideaux, etc. Chacun prend ce qu'il a. Dans les églises, on habille somptueusement toutes les statues, on décore magnifiquement les autels pour lesquels les habitants prêtent ce qu'ils ont de plus précieux. À 11 heures, une procession passa sous nos fenêtres. Le dais, admirablement brodé, le grand crucifix d'or orné de fleurs et de rubans, les vêtements des prêtres d'une richesse inouïe, 50 enfants de chœur portant des cierges, d'autres lançant avec adresse leurs encensoirs d'argent, des petits enfants vêtus de blanc, effeuillant des fleurs sur le parcours,
tout contribuait à rendre ce spectacle touchant et imposant. Il est d'usage que ce jour-là, les domestiques des hôtels offrent un bouquet à chaque convive de la table d'hôte. Ils y manquent d'autant moins qu'on les en remercie par une légère gratification. Après dîner, M. Cradock alla lire les nouvelles. Puis nous nous promenâmes dans le jardin de l'archevêché qui, quoique tracé à la française, renferme une quantité de beaux arbres, d'orangers, de myrtes, etc. De là, nous entrions dans la cathédrale où se célébrait la clôture de la fête Dieu. Cette église peut, dit-on, contenir des milliers de personnes. Elle était pleine. On y prêchait un sermon qui dura 1 heure et demie. Mais ceux seuls placés près de la chaire purent en profiter, car le bruit des disputes, les cris des enfants, les hurlements des chiens ne nous permirent pas d'en entendre un mot. Rien de plus discordant que les chants qui terminèrent la cérémonie. Près de 9 heures, quand nous rentrâmes souper. Vendredi 3 juin. Ce matin, ma femme de chambre s'est sentie malade. Je voulus la faire saigner. À ma grande surprise, le chirurgien amena un médecin. Le médecin amena un apothicaire. Elle leur donna 1 shilling à se partager et ils semblèrent se trouver très bien payés. À 5 heures, nous allions au spectacle. On y jouait la serva padrona de Pergolèse au bénéfice de madame Dugazon. Sitôt que ce fut, il était encore trop tard pour avoir de bonnes places, car ici comme ailleurs, dans tous les théâtres en France, on ne peut, comme en Angleterre, retenir sa place à l'avance. La chaleur, le tapage, joints aux façons cavalières d'une dame occupant notre loge, nous chassèrent avant la fin.